Bonjour à tous, nous sommes Mathilde et Océane et dans le podcast La Bulle, nous explorons l'univers fascinant de la santé, de l'entrepreneuriat, du yoga, du sport, de la maîtrise respiratoire, de la science et de la philosophie. Ces trajectoires singulières nous ont conduites à croiser des figures incroyablement passionnantes. Chaque semaine, à travers ce podcast, nous souhaitons partager ces rencontres et mettre en lumière les voix qui nous ont influencés. Plongez avec nous dans ces conversations inspirantes. Et dans cet épisode 2, on va continuer à parler médecine conventionnelle, médecine intégrative, sectes, charlatanisme, etc. Parce que ce sont des mots croustillants, évidemment. On a commencé par se dire déjà, on va se mettre à la place évidemment des soignants pour essayer de voir qu'est-ce que nous on peut faire pour mettre le patient le plus en sécurité possible et être les meilleurs soignants qu'on peut. Et en même temps, on a voulu aussi se mettre à la place d'un patient en disant, avec toutes ces informations qu'on a maintenant, si moi je tape sur Google qu'est-ce que c'est qu'une médecine conventionnelle, qu'est-ce que c'est qu'une médecine intégrative, qu'est-ce qui en ressort et finalement c'est quoi, qu'est-ce que je vais choisir pour moi, pour ma famille, pour mes proches. C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Moi, j'ai toujours pas complètement compris. Quand on a tapé médecine conventionnelle, finalement, il ressortait quoi ? Il ressortait que c'était tout ce qu'on apprenait, tout ce qui était dans le programme universitaire d'études, qui avait été retenu dans le programme d'études. Finalement, vous allez à la fac de médecine, vous avez un programme qui a été validé par l'État, qui a été validé par des commissions, des pairs, etc. Et du coup, c'est conventionnel. Mais finalement, c'était un peu l'issue du cours aussi qu'on avait eu au diplôme universitaire sur la médecine conventionnelle. On se rendait compte qu'une convention, c'est un peu juste l'historicité, quoi. Si demain on se dit qu'on va mettre de la lithothérapie ou de l'acupuncture ou de l'ostéopathie dans une faculté de médecine et que depuis 10 ans c'est le cas, finalement on pourrait se dire que c'est devenu conventionnel. Ça deviendrait une thérapie conventionnelle. En fait, la thérapie conventionnelle, c'est la thérapie auquel par convention la médecine fait appel à ça et l'enseigne et la perpétue. Et après, il y avait quand même l'idée des validations scientifiques. Justement, c'était toute la question, c'était ça qui était intéressant, c'est qu'on se rendait compte que bien sûr que tout ce qui va être enseigné dans une université de médecine ou de kinésithérapie, c'est pas validé nécessairement par l'épreuve, pas de façon extrêmement solide, parce que ce serait trop simple que le monde soit binaire avec d'un côté des croyances et de l'autre côté des certitudes. Donc il y a plein de gestes qu'un médecin à l'heure actuelle va faire au quotidien, qu'un kiné va faire au quotidien, qui vont être soumis à subjectivité et qui vont être validés plus par de la transmission par les pairs et de l'expérience que par une multicentrique ou une méta-analyse qui dit que ce geste-là, dans cet ordre-là, va être forcément thérapeutique avec une évaluation purement scientifique. Et donc finalement, c'est pas si évident, et c'était ça qui était intéressant aussi, de se rendre compte que est-ce que toutes les thérapeutiques qui sont enseignées dans les universités sont issues de quelque chose qui va pouvoir avoir quantifié vraiment leur rapport bénéfice-risque, leur impact dans le temps, leur efficacité significative ou non, c'est pas tout à fait le cas. Donc on peut pas se permettre de dire que d'un côté il y aurait la convention qui serait ultra scientifique et que de l'autre côté il y aurait la croyance complémentaire. La médecine est plus molle que ça et plus poreuse que ça. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu ce côté aussi on va montrer tout ce qui n'est pas dangereux pour on va en tout cas prouver tout ce qui n'est pas dangereux, on va en tout cas montrer tout ce qui est dangereux pour le patient, tout ce qui est à risque, tout ce qui pourrait éventuellement être nocif, et ça on va l'apprendre pour vraiment en tout cas ne pas nuire au patient. J'ai l'impression que c'est un peu souvent c'est un peu ce qu'on essaye de nous apporter en médecine ou en kinésithérapie, plus que vraiment de nous dire ce qui marche vraiment, parce que ça aussi on le sait pas non plus. Et à la fois, oui et non, parce qu'on s'est toutes les deux retrouvées, ou nos familles se sont retrouvées, il y a des fois dans des situations de soins. C'est aussi hyper intéressant quand vous êtes soignant et que vous passez de l'autre côté de la barrière. Et je pense que le plus tôt, c'est le mieux, et que c'est vous qui portez la petite blouse à vous sentir à poil dans l'hôpital avec votre Charlotte, où vous faites pas les malins à prendre votre douche de bétadine, et à voir un peu comment les infos vous sont communiquées, comment vous êtes éduqué à ce qui va vous arriver. Est-ce que la partie
enseignement, partage de connaissances, etc., il y a des fois le fait qu'elle est tellement restreinte que tu te rends compte que de là, on peut générer en fait des effets nocebo et de la nuisance. Ou par exemple, tu vois, avec la pratique de la contention, où j'ai pu voir ça récemment, hélas, dans ma famille, et me rendre compte que on ne peut pas séparer les choses. Encore une fois, c'est pas si facile de dire que d'un côté, il y aurait la médecine hyper aboutie, hyper basée sur les preuves, hyper safe, au sens où il n'y a pas de prise de risque pour le patient, les prescriptions médicamenteuses sont bien gérées, il n'y a pas plusieurs produits qui vont être à une quinzaine sur une ordonnance avec... en gériatrie, des interactions entre les médicaments qui vont commencer à être plus ou moins challengeants pour son organisme. Est-ce que à chaque prescription faite en France à l'heure actuelle, on peut se dire que vraiment il n'y a pas de noquéré, il n'y a pas de nuire, tu vois? Je trouve que c'est même ça, on n'en est pas parfaitement sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que le sujet de l'éthique et ce sujet-là est passionnant. C'est parce que c'est pas noir d'un côté et blanc de l'autre. Et j'ai l'impression que aussi quand on avait en fait cette médecine, alors peut-être que on peut pas savoir, hein, peut-être que on dit toujours avant, on avait l'impression qu'il y avait le médecin traitant et qui connaissait son patient de A à Z et qui avait l'habitude de le voir, et de famille qui connaissait les parents d'avant. Est-ce que finalement il n'y a pas un peu cette difficulté de faire de la médecine à l'heure actuelle, parce que c'est difficile, honnêtement, on le sait, on le voit, c'est évidemment, on peut pas dire que c'est la faute forcément des professionnels de santé, hein, c'est une faute partagée entre ce qu'on subit, ce qu'on arrive à faire, et justement les moments où peut-être il faudrait qu'on se remette un petit peu plus en question quand on dérive trop. Souvent, ce qu'on trouve là aussi sur internet, quand on tapait médecine conventionnelle, on disait ça c'est la médecine qui va s'occuper de l'organe, qui va soigner le symptôme, versus une médecine intégrative qui, elle, va plus prendre le patient dans son ensemble, etc. Et dans sa globalité. Et ça, moi, ça me surprend un peu, parce que pour moi, j'étais persuadée que c'était encore ça, quoi, que la médecine, c'était... pour le coup, c'est ce qu'on retrouve dans plein de choses. Et pour moi, la médecine, le principe de la médecine, c'est d'être en prévention, de prendre le patient dans sa globalité, parce que on peut pas lui soigner... évidemment, sa douleur de ventre, si on n'a pas compris d'où elle vient, on a beau soigner les douleurs, il va revenir tout le temps. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que c'est moi qui ai mal compris? Parce qu'on dirait, du coup, dans ces définitions-là, que la médecine dite intégrative va se définir par rapport aux insuffisances de la médecine classique. Mais la médecine classique a jamais été définie comme moi je fais juste de la médecine d'organes et je discute pas avec mon patient, et la prévention je connais pas. Donc en fait on dirait qu'on est parti de ce qui manque à notre médecine actuelle parfois, et que d'un coup on irait imaginer un autre concept qui serait d'un coup intégratif. Et là c'était hyper intéressant. Océane, elle était allée trouver en tapant médecine intégrative un schéma qui mettait la définition de la médecine intégrative selon le site, donc c'était muse45.org, je sais pas exactement d'où ça sort, qui te disait par exemple que la médecine intégrative ce serait le patient et le praticien sont des partenaires dans le processus de guérison. Je veux dire, dans toute médecine, j'espère que le patient et le praticien sont des partenaires dans le processus de guérison. C'est ce qu'on nous apprend en tout cas. Initialement, il n'y a pas un patient inerte qui s'allonge en disant « Allez-y, guérissez-moi ». Même dans une chire, ça marche pas comme ça. Il faut la préparer, il faut faciliter la récupération. Il n'y a jamais une personne qui va vous soigner et vous qui êtes passive sur une table. Et si on vous dit que c'est le cas, pour le coup, c'est insuffisant, quoi. Donc, ouais. Est-ce qu'on peut définir la médecine intégrative à partir de ça? Je suis pas sûre. Après, il disait quoi? Il disait aussi qu'il y avait qu'il fallait prendre en compte tous les facteurs qui influençaient sur la santé, le bien-être et la maladie du patient. Ça aussi. C'est même la définition définition de la santé, quoi. C'est la définition de la santé. C'est pour le coup, pour l'instant, ce qu'on voit dans tous les congrès de médecine conventionnelle, ça finit toujours les dernières diapos. On parle toujours de ça. J'ai l'impression que du coup, on est un peu en train de dire, ok, c'est bon. On banalise le fait que la médecine se soit peut-être un peu appauvrie en étant plus qu'une médecine d'organes et une médecine peut-être un peu d'urgence et une médecine de symptômes. C'est ok, voilà, maintenant on accepte ça. Donc la médecine dite classique, elle va juste s'occuper de donner réponse aux symptômes et de façon interventionnelle. Voilà. Donc en général un médicament ou une chirurgie.
Et sinon, ce serait pas de la médecine ou ce serait du complémentaire. Donc là, si on termine avec le schéma qu'Océane avait trouvé, t'avais les interventions efficaces qui sont naturelles et moins invasives sont utilisées dans la mesure du possible. Donc ça aussi, ça voudrait dire, sous-entendu, si on fait de la médecine intégrative, on essaye d'avoir des interventions efficaces et naturelles et peu invasives. Et si tu fais de la médecine standard, ah ben non, tu sais, les gars, c'est le bistouri direct, quoi. C'est les plaques, les vis. Bah, évidemment que normalement, un médecin, il a plutôt envie, et tout thérapeute formé a plutôt envie de faire des traitements conservateurs dans la mesure du possible et devoir faire des chirurgies plus lourdes ou des traitements avec davantage d'effets secondaires. Mais normalement, c'est graduel tout ça, c'est hiérarchisé, il y a des arbres décisionnels, il y a de la... C'est pas quelque chose qui doit guider que la médecine intégrative. Après, tu avais les notions de promotion de la santé et de prévention de la maladie sont primordiales. Ok, donc maintenant, si vous faites de la prévention et de la promotion de la santé, c'est-à-dire de la santé publique, vous êtes dans de la médecine intégrative. À nouveau, est-ce qu'on n'est pas en train de redéfinir ce que devrait être la médecine standard et on ajoute un adjectif pour la forme, quoi. La médecine intégrative est basée sur des données probantes d'efficacité et de sécurité. Ok, alors là, on touche à quelque chose. Parce que, est-ce que justement la médecine intégrative qui est proposée à l'heure actuelle est basée sur des données probantes d'efficacité et de sécurité? On va pouvoir en parler, mais en tout cas c'est écrit, donc ça devrait être ce qui guide toujours la médecine intégrative. En tout cas c'est ce qui est censé guider la médecine, j'ai envie de dire traditionnelle, mais si on dit médecine traditionnelle on pense à autre chose, mais la médecine conventionnelle. Il y avait quoi d'autre? L'utilisation appropriée des méthodes conventionnelles et alternatives facilite la réponse innée de guérison du corps. Et alors ça, il faut qu'on en parle aussi parce que on s'est rendu compte que pas mal de thérapeutiques qui vont vous faire appel aux capacités d'auto-guérison. Et encore une fois, c'est pas une connerie. C'est ça qui est toujours dur, hein. C'est que les méthodes qui dérivent parfois sont toujours basées sur un truc initial de vérité. Qui est pertinent et on t'emmène un peu de bullshit là-dedans, donc tu vas avoir des gens qui vont te parler des capacités d'auto-guérison et qui vont te faire appel à la pensée magique pour te dire que si tu penses très fort que tu vas guérir, c'est ça qui va faire que ton corps s'auto-répare. Si tu mets une pierre je sais pas, j'en ai même pas une en tête, sur ton front, ça va forcément, ça y est, générer la réparation, la cicatrisation de tes tissus, etc. Donc oui, le corps a des capacités d'auto-guérison. Est-ce que parce qu'on lui applique des médecines alternatives, on booste ses capacités d'auto-guérison ou pas? Ça, j'en suis pas sûre. Encore une fois, est-ce qu'il y a des données probantes sur le sujet? Donc tout ça pour dire que c'est ça qui nous pose question aujourd'hui. C'est une longue intro, mais j'aurais bien aimé retrouver la source de ton truc. C'était muse45.org, mais c'est... Ok. Je sais pas exactement si c'est un blog ou quoi. C'est vraiment le premier truc qu'on a... Après, ça c'est un schéma, mais tous les autres schémas, il y avait à peu près les mêmes termes, hein. Et on retrouve quand même beaucoup le côté on prend le patient dans l'ensemble, prévention, on essaye de pas être trop agressif. Comme le holistique, tu sais, ça y est, maintenant si on le prend dans l'ensemble, comme si c'était une nouveauté, quoi. Donc on s'interroge sur ce terme de intégratif. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est vertueux ou pas d'aller dans ce sens-là? Ou est-ce que c'est redécouvrir l'eau chaude? Et est-ce que c'est ok? Voilà, maintenant on dit que on est d'accord de dire que c'est normal en fait de la médecine classique, que vous pouvez pas attendre autre chose qu'un docteur en médecine générale ou docteur en médecine pneumologique va vous dire bah non attendez, moi je sonne juste votre symptôme, je vous donne une solution, mais voilà, je vais pas chercher la cause, je vous soigne le symptôme et je m'intéresse que à la vessie parce qu'aujourd'hui c'est là où vous avez mal et on verra après le reste, quoi. Et ce qui nous posait un peu problème aussi là-dedans, et c'était ce que disait Océane juste avant qu'on commence l'enregistrement avec... j'ai trouvé que c'était hyper pertinent de dire que finalement ça crée une espèce de verticalité de ce concept de la médecine intégrative qui a défini quand même aussi des attentes de la part du patient et toute une culture du soin. C'est-à-dire que Océ disait, oui, mais même si le patient maintenant va chez le médecin généraliste qui lui prescrirait plutôt de la prévention, tu vois, une démarche plus, pas forcément médicamenteuse, mais à ce moment-là, vous allez avoir telle activité physique à faire tous les jours, et puis tel exercice respiratoire au hasard, et puis telle alimentation, et ben on remarque aussi que le patient va rester un peu sur sa faim et se dire, bah, ok, il m'a rien prescrit... Si finalement j'ai pas de chimie sur une ordonnance, est-ce que c'était un vrai soin? Et est-ce que
il a pris au sérieux, c'est un peu ça aussi. Est-ce qu'il a pris au sérieux ma pathologie, s'il m'a pas donné de chimie pour la... Et ça aussi, c'est une version très restrictive de la chimie. C'est genre passer à côté de toute la chimie du corps naturel et se dire que la seule chimie modifiée serait le côté immédiat, où j'ai encore eu là avec un bilan en début de semaine de quelqu'un qui a un asthme depuis l'enfance, qui arrive seulement là en exacerbation pour la première fois de sa vie à 65 ans, envoyé pour faire de la kinésithérapie respiratoire en urgence, juste le temps des antibiotiques, et qui me dit, quand je commence à justement lui dire tout ce qu'il va falloir mettre en place pour essayer de sortir un peu de ce cercle vicieux, d'éviter ou de prévenir les crises et de faire en sorte qu'elles soient moins graves et que ça continue à se dégrader, en parlant vraiment de tout, quoi, de ce qu'on fait, quoi, de ce qu'on conseille, que ce soit le renforcement musculaire, le rentraînement à l'effort, les étirements, l'alimentation, etc., etc. Et où la patiente a un peu les bras tombés en disant moi j'espérais vraiment plutôt un truc un peu magique, je vous dis idéalement moi j'aimerais bien qu'on me mette un tuyau, qu'on m'aspire tout, qu'on mette directement les antibiotiques dedans et allez hop, quoi. Et pourtant c'était une dame d'ailleurs tout à fait dynamique, active et pas du tout quelqu'un non plus qui était complètement sédentaire et soignez-moi. Et il y a un peu ce côté-là aussi où c'est pas tout de suite, vous avez pas une recette magique, mais même je sais que ça va pas marcher, mais faites-moi croire que peut-être éventuellement si je prends tel médicament, ça y est, là ça va m'enlever tous mes problèmes. Oui, parce que c'est vrai que souvent on pointe du doigt la médecine en se disant que c'est une volonté des médecins qui ont été trop paternalistes, trop verticaux, etc. Mais il y a aussi un côté de déresponsabilisation des patients qui, à des fois, attendent une solution miracle et ont plus envie, dans notre culture actuelle, de se dire que la santé devrait leur prendre du temps, devrait être un investissement de leur quotidien et devrait ne pas être forcément un acquis et qu'ils ont une responsabilité là-dedans, quoi. T'as la sensation que si ça pouvait être un à côté, genre, allez, une fois tous les 3 mois, je consens à aller faire un petit check-up et à prendre telle molécule miracle qui ferait que ma santé serait un acquis. Et là, ça fonctionne pas comme ça. Et t'as l'impression que si tu leur parles sommeil, alimentation, sport, évidemment, c'est pas tout le monde. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont sensibilisés à ça. Mais il y a des gens qui ont une vraie flemme de leur investissement dans la santé et qui, hélas, ne favorisent pas cette médecine spontanément intégrative, quoi. Et encore une fois, évidemment, je sais pas comment c'est perçu de l'extérieur, nous, parce que nous, on sait bien ce qu'on pense, mais on sait pas quand vous écoutez ce que vous entendez. Évidemment qu'on ne porte aucun critique ou jugement sur telle ou telle médecine ou telle en disant vraiment c'est parce que les médecins ils s'occupent que des organes. Alors, mais faut aussi, nous on le vit aussi au quotidien, c'est quand même extrêmement difficile de prendre 1 heure de séance avec les patients, d'organiser le autour de ça, d'être une équipe. Encore une fois, nous on est vraiment dans cette problématique-là au sens où les patients sont envoyés par des médecins et nous, hélas, étant kinésithérapeute, on peut pas bullshiter, apposer nos mains et dire et voilà, j'ai apposé mes mains, vous allez mieux, félicitations, j'ai tout remis en place. Ça fonctionne pas comme ça. Nous, notre métier, il fait qu'en fait, on est toujours dans une position où on nous envoie des gens fatigués de façon chronique, si c'est pas pour dire épuisés, pour qui la respiration est une souffrance, et qui, quand ils nous rencontrent, nous, on va leur poser 1 milliard de questions et ensuite leur dire bon, alors les gars, par contre, nous, on va vous aider, mais en fait, la solution, elle va venir de vous, parce que ça va être en accomplissant ça, en faisant tel effort, en étant capable de remettre en fonction, c'est toujours en faisant appel à leur réserve d'énergie, à eux, et à leur volonté à eux. Donc on est souvent quand même mis face à ce mur de se dire ok les gars, ça va aller mieux, on a plein de solutions à vous proposer, mais hélas on peut pas les faire pour vous, quoi. Donc on va être que un guide. Mais après, pour reparler de notre expérience, j'ai l'impression quand même que la énorme majorité des patients qui en plus souffrent depuis des années, qui ont compris qu'il y avait une pathologie chronique, qui sont peut-être maintenant de plus en plus envoyés avec des médecins qui nous présentent en nous disant voilà, vous avez tel endroit, il y a la bulle, c'est comme ci, etc. Arrivent quand même ils ont compris, quoi. Ça fait des années qu'ils souffrent, ils se doutent bien que c'est pas du jour au lendemain, et rien que le fait qu'on entende et qu'on propose des solutions, quand même globalement ils sont tous ravis, quoi. Les plus difficiles des fois, c'est justement ceux qui viennent un petit peu en aigu et qui pensent que non c'est bon, ça va passer, et qui ont du mal à visualiser le côté chronique et de comprendre que non, il y a quelque chose de chronique dans ce qui leur arrive et c'est pas juste une petite crise
Mais c'est sûr que du coup, nous, ça nous a sorti très tôt du côté hiérarchique, etc. Parce que, hélas, on s'est rendu compte que, bien qu'extraordinairement charismatique, n'est-ce pas, nous n'aurions aucun impact si juste Océane et moi, on disait aux gens, faut faire ça. Donc on est obligés, et d'ailleurs je le revois au Prana encore ce matin, d'expliquer à quoi ça sert ce qu'on fait, pourquoi on le fait, parce que sinon ton patient, il va pas adhérer à ce que tu lui proposes. Et je le vois avec les exercices de souffle, quand je leur dis, allez, maintenant vous allez inspirer sur tel temps, bloquer sur temps, expirer de telle façon, ils le font, mais genre à la petite semaine, quoi. Et si par contre, avant, on a pris une demi-heure pour dire, ok, quand vous faites ça, voilà comment ça pose vos cordes vocales, voilà comment ça va stimuler votre diaphragme, voilà ce que ça va créer au niveau de vos lombaires, etc. Ben, d'un coup, ton exercice, il est 100 000 fois mieux accompli, quoi. Donc, ça nous a sorti, en tout cas, je pense, cette position dans laquelle on a été forcés, en fait, d'être des éléments motivateurs plutôt que des soignants d'un corps passif. Dans une situation où on a été obligé de se poser toutes ces questions motivationnelles. Et donc, finalement, donc notre sujet d'intérêt initial, c'était de se dire, ok, est-ce que, alors, on devrait finir par conclure que la médecine dite conventionnelle, c'est censé être tout en haut de la pyramide, un médecin qui coordonne un parcours de soins et qui donne des médicaments et ou qui fait des chirurgies, avec un tout petit peu de prévention. Je pense que quiconque a mis les pieds dans le système de santé actuel se rend compte que l'alimentation et le sport, peut-être on t'en parle, mais qu'est-ce qui est vraiment mis en place comme parcours de soins pour te dire que voilà, c'est une priorité et que ça fait partie de ta santé et que feu, on y va, quoi. Ça arrive, hein, mais c'est pas la norme, hélas. Et qu'en dessous de cette pyramide-là, donc la prévention un tout petit peu et la médecine qui agit, et ben t'aurais tout nivelé au même niveau. Tout ce qui est complémentaire. Donc nous là, les cours qu'on a eu sur le sujet, t'avais l'impression que dans la tête du médecin qui présentait, tout ce qui pouvait être complémentaire, ça allait être la lithothérapie, l'acupuncture, sur le même niveau que la kinésithérapie, sur le même niveau que l'ostéopathie, l'astrologie, tout ce que tu veux, pour te dire que bah voilà, ok, tout ce qui est en dehors de ce qui est conventionnel, bah ce sera sur la même marche. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous pose, je pense, problème, où on se dit, bah attends, il n'y aurait pas d'un côté la médecine conventionnelle et de l'autre, allez, on pose notre esprit critique, on a une attitude d'esprit ouvert et on s'ouvre à tout sans vraiment arriver à définir un parcours de soins et des priorités, quoi. Après, moi, ce qui me pose question et ce qui m'embête, c'est est-ce que c'est vraiment, comme tu l'as abordé là dans le dernier épisode, mais est-ce que c'est vraiment le rôle du médecin, déjà, enfin, pour conseiller à quelqu'un telle ou telle pratique, il faut quand même vraiment la maîtriser. Enfin, moi, quand on me demande qu'est-ce que vous pensez de ci, qu'est-ce que vous pensez de ça, honnêtement, si je connais pas, si je maîtrise pas, et je maîtrise pas beaucoup de choses, je vais pas commencer à leur dire oui, bah, évidemment, je pense que ça peut être génial pour vous, faites 2 fois 3 heures de sauna, et puis après, vous faites je trouve que, à quel moment, c'est déjà tellement copieux, finalement, si le médecin, il doit vraiment faire son légitimité. Son job complet, enfin, faut qu'il connaisse exactement quand est-ce qu'il faut envoyer quelqu'un chez un ergothérapeute, quand est-ce qu'il faut envoyer quelqu'un chez un kiné respiratoire, non, plutôt le kiné uro, non, plutôt le kiné, enfin, c'est quand même... Et encore une fois, ça, c'est en partant du principe que le médecin, déjà, aurait le temps d'aller voir à quoi ça correspond ces différentes professions, et aussi que les professions aient généré une démarche réflexive, et des écrits permettant de dire ok, voilà telle thérapeutique que je propose, je l'ai comparée à un placebo sur une multicentrique en double aveugle et je peux vous dire que j'ai ça et ça comme effet. Donc en plus le médecin là, dans la démarche intégrative telle qu'elle nous a été présentée, se propose de coordonner un parcours de soins de différentes disciplines qu'il ne connaît pas forcément et qui ne génèrent pas d'écrits ni de démarches d'évaluation de leur propre façon de soigner. Et en même temps, je trouverais ça aussi bizarre et en tout cas, moi, je me permettrais vraiment pas. Là où un patient va me dire, ah oui, je fais aussi 2 fois de l'acupuncture par semaine, j'aime bien, c'est un moment que je passe pour moi et tout. Je me permettrais pas non plus de lui dire, ah bah non, attendez, acupuncture, vous avez vu, vous, les gros preuves scientifiques, que c'est pas médical, c'est pas conventionnel, ah non, je suis pas d'accord, vous devriez arrêter ça, vous perdez votre argent et votre temps. Bah, si le patient de lui-même a envie de, enfin, encore une fois, ça peut être 3 milliards de choses, ça peut être le rire aussi, ça marche bien, il paraît d'ailleurs. Mais c'est pas la même démarche. C'est pas la même démarche de dire qu'un patient fait appel lui à des thérapies complémentaires et de se dire qu'un médecin se pose en tant que médecine intégrative en disant qu'il va prescrire ce genre de choses. Et ce qui était marquant aussi dans les cours qu'on a eu sur la médecine intégrative, c'est que le médecin qui... d'ailleurs, l'ensemble des médecins qui étaient dans la promotion, ils étaient une 60aine, il y en a quand même
pas un qui savait qu'il y avait une différence, par exemple, entre kinésithérapie et ostéopathie, et que les ostéopathes ne sont pas des professionnels de santé. Et ça, c'est quand même une différence qui est majeure et qui est fondamentale. Et pour autant, c'est hyper chiant d'être kiné et de donner cette information-là, parce que tout de suite, les gens ont l'impression que ça y est, t'en fais une guerre de chapelle. Nous, enfin, encore une fois, on s'en fout. C'est pas en tant que kinésithérapeute respiratoire, on se sent pas particulièrement menacé par la pratique ostéopathique. On fait pas du tout le même métier, peu importe. Mais je trouve que c'était étonnant de savoir que ces médecins n'étaient pas forcément au courant et avaient encore des discours en disant oui, l'ostéopathie améliore la posture, vont guérir les tendinites, enfin tu vois, des mots qui quand même plus ou moins n'existent plus, enfin encore tu peux les entendre de temps en temps, mais ça sous-entendait qu'il y avait une méconnaissance globale du champ d'activité alors que ce sont des prescripteurs. Et ça pose question du coup, de te dire si demain tu dois coordonner un parcours de soins de 15 000 intervenants, il va falloir connaître sur le fond le truc, quoi, parce que sinon ça peut pas mener à de l'interdisciplinarité juste parce que tu connais pas les disciplines que tu écris sur une ordo, quoi. Donc ça paraissait compliqué. Donc finalement, oui, non. Après, on s'est aussi posé la question. Alors, pour revenir, alors j'espère que ça fera, qu'on arrivera peut-être éventuellement nous à partager un épisode avec des gens qui travaillent de tous les jours en médecine intégrative. On va proposer et qui pourront échanger avec nous et nous donner des réponses parce que, comme vous le voyez, on a quand même beaucoup de questions. Donc ça peut-être que ça fera l'objet d'un autre podcast et ça serait super intéressant pour essayer de mieux comprendre. Mais il y a déjà des arguments auxquels on se sent... Il y a déjà des choses qui nous sont répondues, parce que malgré tout, c'est un sujet qui nous intéresse et sur lequel on se renseigne, et Dieu sait qu'on baigne et dans la médecine et dans les alternatives. Mais il y a des discours qui nous sont souvent rapportés et qui nous posent problème, et donc c'est de ça dont on va parler. Typiquement, à quel moment dans la médecine intégrative on intègre, à quel moment le fait d'intégrer, ça suspend l'esprit critique ou pas, et à quel moment on valorise le temps du patient. Parce que c'est pas comme si on pouvait se dire le patient a un temps illimité et un budget illimité. On a une responsabilité. Si en tant que médecin ou professionnel de santé, on vient dire au patient je vous conseille d'aller faire telle séance de telle pratique, que ce soit, je sais pas, de la fasciathérapie, de la kinésiologie, de la thérapie ostéopathique crânienne et viscérale, à quel moment on prend cette responsabilité de dire voilà, je vous conseille d'engager votre argent et votre temps, sachant que vous êtes un argument d'autorité, parce que vous êtes un professionnel de santé. Si moi je vais voir un médecin demain, je me dis, ok, il sait mieux que moi, il s'est renseigné sur le sujet, il a eu des années d'études, et donc il va avoir évalué les différentes pratiques qui va me conseiller, et pas se dire, si vous avez du temps et de l'argent en trop, essayez ça peut pas faire de mal. Voilà, c'est ça. En fait, là, il y avait souvent ce truc qui revenait, quand on me posait un peu les questions, c'était, de toute façon, à la limite, ça peut pas faire de mal, ou, déjà, est-ce qu'on a fait suffisamment d'études pour être sûr que ça peut pas faire de mal? Parce qu'il y a des choses qui, quand même, peuvent faire de mal. Enfin, il y a des médecines alternatives qui peuvent faire du mal. Ce qui était intéressant, c'était que le prof qui nous faisait des cours là-dessus disait, par exemple, les dissections vertébrales après manipulation du rachis cervical. Ouais. C'était de l'artère vertébrale. Il disait, ça c'est 1 cas sur 100 000, c'est vraiment pas grand-chose, mais 1 cas sur 100 000. 1 cas sur 100 000 d'une manipulation rachidienne, si vraiment tel est le cas, c'est ce qui a été dit, mais 1 cas sur 100 000 répertorié d'une manipulation rachidienne qui n'a pas prouvé d'efficacité. Mais le rapport bénéfice-risque, il est pourri. Si demain toute la population française va aller faire une manip avec un trust au niveau des cervicales et qu'il y a un risque vasculaire, la réponse apportée me paraissait pas du tout satisfaisante. Oui, mais c'est que 1 sur 100 000. Oui, déjà, il va falloir prouver que ça aide. Dans les chirurgies aussi, des fois il y a des complications. Oui, c'était ça le discours. Oui, dans les chirurgies aussi, il y a des fois c'est pas safe. Oui, mais les chirurgies, normalement, tu les fais pour qu'il y ait un apport positif. Encore une fois, tout est une question de bénéfice-risque, et je trouvais que c'était particulièrement light d'imaginer que le risque, on pouvait le balayer d'un revers de main, et que de toute façon, la pratique de la médecine conventionnelle avait ses risques également. Oui, mais on essaye et on espère que les risques soient évalués et comparés aux bénéfices apportés. Donc il y avait cette logique à Écossais de se dire qu'est-ce qu'on fait de la valorisation du temps du patient, de la valorisation de ses moyens, et quelle est aussi notre attitude en fonction de est-ce que le patient, comme le disait Océane tout à l'heure, va déjà voir des thérapeutes alternatifs, et dans ces cas-là, qui on est nous pour dire je vous conseille de pas le faire. C'est pas ce qu'on fait en tout cas, nous, quand les patients nous disent je vais voir tel autre thérapeute, j'en retire des grands bénéfices, etc. Franchement, jamais on se permet de dire non, c'est du bullshit, arrêtez.
Mais en même temps, c'est pas la même démarche de si quelqu'un nous dit vous feriez quoi à ma place, est-ce que vous auriez des conseils alternatifs, on va pas leur dire allez voir un tel. Et en même temps, on a un peu quand même aussi cette envie de se dire ok, on a une obligation de moyens. Si on sait que quelque chose peut être faire apporter un bénéfice aux patients, comme par exemple nous on utilise des petits outils des petits outils qui aident la respiration du patient. Alors ça va être des PEP type Respirex, ça va être parfois l'utilisation du Simeox, de l'aérobika, etc. C'est des choses qui sont pas tout le temps. Alors il y a des études quand même sur pas mal de choses. C'est des choses qui sont pas évidemment remboursées par la sécurité sociale, qui rentrent pas dans le côté thérapie conventionnelle. Et pourtant, nous, on n'oblige absolument jamais c'est dans la thérapie conventionnelle. C'est pas remboursé, mais c'est conventionnel au sens où ça fait partie de la culture scientifique qui va avec la kinésithérapie respiratoire. C'est dans les congrès, c'est dans la PEP oscillante et tout, ça reste conventionnel. Hein. Justement, j'arrive pas à bien situer le truc entre les deux, mais j'ai l'impression que quand même, vu que c'est pas sur prescription, remboursé, que du coup, et qu'il y a ce côté financier, que parfois on peut aussi, des confrères qui peuvent être choqués ou qui peuvent ne pas oser proposer telle ou telle technique ou tel outil aux patients en disant bah non, c'est bon, ça coûte cher. Ça c'est hyper intéressant aussi, je trouve qu'il y a un vrai tabou, c'est clair, par contre, de la gestion financière par les thérapeutes conventionnels. Et que nous, les premières, on a mis du temps, alors que pourtant, on les a, les études sous la main. Qu'un aérobika, c'est efficace pour mobiliser du mucus et aider au désencombrement. Et pour autant, au début, tu te sens un peu bizarre, vu que toi, tu as l'habitude d'être pris en charge par la sécurité sociale, de rien faire payer à ton patient. T'es mal à l'aise, alors que tu fais pas 1 euro de bénéfice là-dessus, et que peu importe, c'est pas pour toi que tu le vends. Mais de leur dire, il y aurait ça peut être hyper intéressant, mais c'est payant. Et nous, on en a eu au début c'était pas évident. Maintenant, on est très à l'aise avec le sujet parce qu'on sait que c'est nécessaire. Et puis on se dit, on sait qu'il y a, on a une obligation d'information. Moi, en tant que patient, je voudrais qu'on me dise, on va pas infantiliser. Je voudrais qu'on me dise tout ce qui existe. Je voudrais qu'on me dise l'expérience qu'on a de telle ou telle chose, éventuellement les études de telle ou telle chose, et qu'après, ça soit moi de prendre la décision si j'ai envie d'essayer, si j'ai envie de dépenser mon argent là-dedans ou pas. Mais ça me paraît, pour le coup, je trouve qu'on a une obligation. Pour moi, ça fait partie de l'obligation de moyens quand on sait qu'éventuellement il y a quelque chose. Mais évidemment, c'est pas non plus, on n'oblige pas le patient en disant il faut absolument que vous ayez ça. Vous allez voir, les séances, elles vont être transformées. Non. Et là-dessus, c'est difficile de trouver le juste milieu aussi, parce qu'à l'inverse, on s'est rendu compte qu'il y avait, par exemple, moi j'avais une copine qui m'avait dit que le crâne de son enfant, parce qu'il avait des os du crâne qui étaient soudés et qu'il fallait opérer, et il y avait 2 façons de le faire. Et qu'il y avait une façon qui était remboursée par la sécurité sociale mais qui était beaucoup plus invasive, et une façon qui était avec un dépassement d'honoraires et qui était beaucoup plus onéreux parce que plus de temps, mais c'était une microchirurgie avec beaucoup moins de cicatrices, de risques, etc. Et du coup, en fait, la deuxième chirurgie ne lui avait pas été proposée parce que le médecin, elle en a entendu parler, après elle a demandé et le médecin lui avait dit très bien, on va la faire, il n'y a pas de souci. Mais dans un premier temps, il lui en avait pas parlé parce qu'ils étaient plus ou moins pas à l'aise de dire qu'il y avait une option payante, etc. Ou avec des patients qui ont la mucoviscidose, où on s'était rendu compte qu'il y avait des fois, les médecins leur disaient mettez plutôt du Normacol pour votre constipation, parce que ça, on a des études sur le sujet et que c'est remboursé par la sécurité sociale, mais par contre, même s'il y avait d'autres études qui disaient que une alimentation variée avec tel et tel jus pressé à froid, blablabla, qui allait donner un apport en vitamines suffisant, etc., et qui allait favoriser le transit, ils disaient ouais, mais ça, c'est payant, c'est quand même vachement cher d'aller se procurer ça, donc pareil pour il y avait d'autres thérapies qui coûtaient plus cher et qui du coup n'étaient pas proposé, et ça c'est dommage, je trouve qu'il y ait cette hésitation là de la part des soignants, et nous les premières encore une fois, parce que c'est une perte de chance. Tu te dis c'est vrai que moi si je vais chez le médecin demain, j'ai envie qu'il me parle de l'alternative qui va peut-être me coûter 100 € de plus, mais qui sera plus safe, comme ça j'ai un choix plus éclairé. Mais c'est une communication qu'il faut savoir bien mener et pondérer, parce que évidemment que le patient a confiance, t'as a priori installé un rapport de confiance, il a confiance en toi, tu lui dis il y a ça, je pense que ça peut vous aider, mais c'est vous qui décidez.
tu sais, il faut être honnête, tu sais que parce que c'est toi qui l'as dit et que machin, et le patient, il va quand même avoir confiance, il va avoir envie de l'essayer parce que tu lui as dit. Donc c'est vrai que le côté, bon, c'est vous qui décidez, peut-être qu'il est quand même vachement influencé par ce qu'on a dit, et c'est pas évident non plus parce qu'on voudrait vraiment ne pas influencer, mais en même temps, on peut pas ne pas le dire. Et moi, ça me paraîtrait, voilà, et ça arrive d'ailleurs, et les patients, ils le vivent pas bien du tout, et ça fait partie de petites déceptions qu'ils peuvent avoir envers la médecine, envers la kinésithérapie, etc. De dire, ah purée, mais pourquoi on me l'a pas dit, pourquoi on m'a pas proposé, bon, je l'aurais peut-être testé, ou ah oui, ça j'en ai entendu parler, je l'aurais jamais fait, mais c'est vrai, oui, j'en ai entendu parler, mais c'est vrai que le médecin ou le kiné me l'avait pas dit. Et du coup, ça crée justement des fois des petites frustrations dans la confiance qu'ils apportent à leur thérapeute, qui peut après, en plus, du coup, les emmener à ne plus faire confiance trop, et à partir sur des alternatives où du coup bah non, c'est bon, les médecins, moi j'en fais plus confiance, ils me proposent pas alors qu'il y a des trucs qui marchent, non, moi c'est très bien, je me suis tournée vers telle ou telle thérapie, et là c'est dommage parce que Et puis tu sais aussi qu'il y a un biais cognitif bien classique de si t'as payé ta séance un peu plus cher, t'as l'impression qu'elle a plus de valeur et que c'était vraiment un truc super, et donc il y a un espèce de placebo, enfin un placebo même du prix. Et tout ça pour dire que même quand c'est des thérapeutiques qui justement sont conventionnelles et qui sont validées, nous on est toujours en train de marcher un peu sur des œufs en se disant je suis désolée que ça vous coûte 1,70€ par séance, mais peut-être que ce serait nécessaire que vous ayez telle et telle machine, quelle est telle et telle outil qui puisse vous aider à mieux respirer, quoi. Donc ça fait qu'effectivement on est un peu surprise quand à l'opposé du spectre tu vas avoir des gens qui vont te dire je vais vous faire une séance de breathwork pour 200 balles et ça a jamais été validé par autre chose que mon expérience, mais je vous jure ça guérit les psychoses, quoi. Ok, bon, bah, ça paraît vertigineux, quoi, comme grand écart, tu te dis, putain, on met pas les barres au même niveau. Et puis ça, pour le coup, en plus, ça fait partie des choses qui sont dangereuses parce que, pour le coup, on utilise des techniques, alors, sous prétexte que c'est la respiration, on a l'impression que, de respirer, c'est inoffensif à partir du moment où, on respire pas du feu, de l'alcool ou toute autre substance. La respiration, c'est pas inoffensive. Typiquement, toutes les techniques, comme on le disait, qui s'appuient sur l'hyperventilation et qui font hyperventiler pendant très longtemps des personnes, pas forcément atteintes de maladies respiratoires. Par exemple, ça génère une hypovascularisation cérébrale qui est massive, quoi, et qui est vraiment objectivable à l'imagerie. Et c'est un truc où s'il y avait un médicament qui faisait cet effet-là, on se dirait ouh, c'est chaud quand même. Mais là, vu que c'est du souffle et que c'est de la respiration, on le banalise complètement en se disant ouais, c'est bon. Et puis faire hyperventiler quelqu'un sur des bronches qui sont plus ou moins stables, enfin c'est ça, c'est compliqué, quoi. Les patients, encore une fois, les personnes qui s'inscrivent à ce genre de cours sont pas forcément passées justement par un professionnel de santé qui peut juger du fait qu'il n'ait pas de... Parce que, admettons, vous êtes intéressé par un type de cours comme ça parce que justement vous trouvez que vous respirez pas très bien, que vous êtes pas à l'aise, etc. Peut-être que vous souffrez d'un syndrome d'hyperventilation, auquel cas, clairement, faire des hyperventilations surajoutées, c'est pas toujours forcément une bonne idée dans ce contexte-là, ou au contraire, vous pouvez aussi avoir une pathologie respiratoire. Enfin, c'est quand même énorme. Une personne sur 5 en France, a priori, a une pathologie respiratoire. Donc, il y a quand même, sur les 30 personnes qui assistent au cours, une chance qu'il y ait certaines personnes qui aient une souffrance respiratoire, qui viennent peut-être même pour ça. Et on peut pas faire n'importe quoi. Et quand on sait que ça aussi, c'est prouvé que l'effet respiratoire de certains exercices peuvent durer en plus sur plusieurs heures, plusieurs jours, et même installer des schémas de respiration et des schémas cérébrales, je sais pas comment le dire, différents. On peut pas se permettre non plus de banaliser complètement ça. Et ça, nous qui sommes, c'est sûr qu'on est ultra centrés là-dessus, parce que c'est le truc qu'on étudie. Ça doit exister dans plein d'autres domaines, mais pour le coup, ça nous embête un peu, quoi. Ça nous fait un peu peur de banaliser trop. Ça nous embête plus qu'un peu. Et puis, souvent porté par un discours hyper psychologisant, à nouveau, de ah ouais, mais quand vous allez faire ça, vous allez vous connecter à votre enfant intérieur, à la divinité en vous, vous allez revivre vos traumas, Enfin, t'imagines, t'as des gens qui arrivent dans une salle, tu les connais pas, tu sais pas quel est leur passif, tu sais pas pourquoi ils arrivent dans cette salle et avec quelles attentes. Et toi, tu leur balances un prêt-à-porter d'hyperventilation pour tout le monde, en leur sous-entendant qu'il va se passer un déblocage énergétique et psychologique profond. Sans être capable médicalement de gérer si jamais en effet il y a quelqu'un qui fait un souci, parce que t'es pas formé pour ça. Et la santé mentale est
plus fragile parfois que ça, quoi. Ça reste, c'est pas anodin, et c'est pas parce que ça passe par le souffle que d'un coup ce serait ok. Donc bon, du coup, ça fait avec tout ça qu'on s'est penché un peu sur des définitions en se disant bon, ok, c'est quoi alors par exemple une secte, puisque nous, quand on est arrivé dans l'ashram, on s'est dit oula, fou, c'est quoi cet endroit est-ce que c'est en lien avec une religion? Est-ce que c'est un endroit sectaire? Et on s'est posé la même question à l'université. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? À quel moment on peut parler d'une secte? Et donc, on s'est rendu compte que le mot secte en tant que tel, il n'est pas censé être connoté. Normalement, c'est un mot standard, c'est pas une insulte, qui te dit que tu as une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine, qu'elle soit religieuse, philosophique ou plus rarement politique. Donc, tu peux imaginer que le Parti socialiste, le Parti communiste, le Parti... Front National, je sais pas, bref, sont des sectes. Voilà, un ensemble de gens qui ont une même vision du monde et qui, du coup, ont la même carte, quoi. Bon, ok, jusque-là, à ce moment-là, tu peux traiter tout de secte. C'est pas forcément initialement un mot connoté. Et à la fois, vu qu'il l'est devenu, bon, bah, c'est pas un mot que t'as envie d'utiliser, tu vois. T'as plus envie de dire que tu fais partie d'un mouvement que d'une secte, quoi. Donc, passons, et après on est allé voir du coup ce que c'était qu'une dérive sectaire, et là on a trouvé la définition de la MIVILUD, donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui n'était pas tout à fait a priori enthousiaste sur la médecine intégrative telle qu'elle était définie dans les cours qu'on avait du diplôme universitaire. Et donc elle dit qu'il y a une dérive à partir du moment où il y a un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois et aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pression ou de technique ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre avec des conséquences dommageables pour la personne, son entourage ou la société. Et alors cette définition, en vrai, elle est hyper intéressante parce que tu peux te dire, ok, donc quand on était, par exemple, dans un diplôme universitaire avec l'interdiction pendant 2 semaines de faire usage de sa pensée et de son esprit critique, parce que tout ça c'est des limitations mentales, hein, CF l'épisode précédent, est-ce qu'on n'est pas dans un état de sujétion psychologique ou physique? Est-ce que quand tu vas voir un thérapeute en étant sûr que ce thérapeute a un don, parce qu'il t'a dit qu'il avait un don, et que lui il sait mieux ce qui est bon pour toi que toi-même, est-ce que t'es pas dans un état de sujétion qui peut te priver de ton libre arbitre? Ouais, c'est comme certains pratiques de yoga où tu n'as pas le droit de pratiquer seul, tu n'as pas le droit forcément de pratiquer autre chose que ce que le professeur de yoga te dit. Ok, c'est peut-être pas voilà, une énorme dérive sectaire au premier abord, mais c'est plein de petits indices qui montrent que quand même, a priori, ça peut vraiment emmener vers des choses moins marrantes, quoi. Et par contre, le terme où on a découvert par la suite, en se renseignant, que vraiment, lui, pour le coup, il était connoté, et c'était l'objet d'une conférence de Mathias Soulol, que j'étais allée voir aussi FEPCA, et j'avais mis les dias sur l'Instagram de la bulle. Il revenait sur le terme, sur le terme de charlatanisme, en disant que pour le coup, le charlatan, ça avait été une profession... dans les siècles passés en Italie, et que finalement maintenant pour le coup c'était un terme extrêmement connoté en sous-entendant une pratique frauduleuse ou ignorante. Et déjà c'est pas la même chose, frauduleuse ou ignorante. Normalement le code de la santé publique à l'heure actuelle interdit le charlatanisme dans les pratiques médicales. Il est interdit en théorie de proposer des thérapeutiques insuffisamment éprouvées. Bon, ça pose la question à nouveau de se dire, ok, déjà, est-ce que la médecine intégrative, du coup, va verser dans le charlatanisme? Est-ce que ça va orienter les patients vers des thérapeutiques insuffisamment éprouvées? Et l'autre question aussi, c'est de se dire, c'est pas la même chose d'être frauduleux et d'être ignorant. Et du coup, c'était intéressant, c'était soulevé par Mathias, là, Soulol, de dire, est-ce que il faut pas déjà se poser la question de l'intentionnalité du thérapeute? Est-ce qu'on est face à un thérapeute charlatan qui abuse en étant très conscient de ses abus, de sa prise de pouvoir du patient et du bullshit qu'il est en train de vendre? Ou est-ce qu'on est face à un thérapeute convaincu par son expérience, par les résultats qu'il a eus, et peut-être qui n'a pas réussi ou insuffisamment confronté sa pratique à celle d'autres confrères, ou donné de la répétition de l'expérience et de son évaluation au travers d'une méthode scientifique?
Mais c'est pas exactement déjà la même démarche. Donc lui, il conseillait de plutôt éviter le mot charlatan, parce que pour le coup, c'était une insulte en tant que telle, de dire qu'un tel est un charlatan et que ça sous-entendait une intentionnalité et que c'est pas forcément le cas. Est-ce que ça nous sort de nos galères avec la médecine intégrative, de revenir sur ces définitions ? Pas forcément. Nous, ce sur quoi on s'était beaucoup arrêté, c'était le fait que si on parlait de médecine complémentaire, il fallait déjà que ça respecte le fait que c'est vraiment complémentaire. Parce que, par exemple, on a déjà eu des patients qui, dans un état de vulnérabilité intense, et en ayant été déçus de la médecine et de la kinésithérapie et de tout ce que vous voulez, tous les traitements dits conventionnels, avaient choisi d'arrêter les traitements médicamenteux dans une pathologie qui est assez grave, et qui, à la place, s'est dit je vais faire un jeûne thérapeutique. Donc, je vais arrêter de m'alimenter pendant plusieurs semaines. En l'occurrence, la personne à laquelle je pense est décédée, et son décès a été extrêmement rapide à partir du moment où cette stratégie a été mise en place. Donc, est-ce que forcément les thérapies complémentaires sont anodines ? Non. Est-ce qu'il y a des risques ? Il y en aura nécessairement. C'était quelque chose qui irritait particulièrement l'enseignant dans nos cours du diplôme universitaire, qui disait on n'arrête pas de parler des risques, mais il n'y en a pas tant que ça. Encore une fois, quel organisme de contrôle il y a pour ça ? Là, le patient auquel je pense, il a été référencé nulle part. Il n'y a pas de données collectées sur qu'est-ce qui arrive aux gens qui stoppent leur traitement conventionnel et qui se mettent à faire uniquement une thérapie qui devait être complémentaire, mais qui s'est transformée dans leur thérapeutique intégrale, quoi. Ça, c'est sûr que c'est un truc sur lequel on peut mettre un warning, quoi. À partir du moment où, quelle que soit la technique de médecine complémentaire ou toute autre technique alternative qu'on veut utiliser sous conseil d'un thérapeute, et qu'on nous dit arrêtez vos traitements, arrêtez vos soins avec le kiné, arrêtez de prendre les médicaments que le médecin vous a prescrits, vous allez voir, on va plutôt faire ça. Ça, quand même, c'est quand même évidemment dangereux. Enfin, ça, c'est, pour le coup, ça, pour moi, ça fait partie d'une dérive. On peut pas se permettre d'arrêter sans avoir en plus une formation sur la sur la physiologie, sur la physiopathologie, sur la pharmacologie, de dire à un patient non mais arrêtez vos médicaments et passez sur mes traitements. Ça, je pense que ça se fait et on l'entend, et vraiment c'est pas possible. Ça, pour moi vraiment ça, c'est, on peut pas accepter de dans un sens comme dans l'autre, je trouve, de dire non, faut surtout pas faire ça, ou arrêter complètement vos traitements. Donc, je pense que ça peut être une astuce assez simple, mais mine de rien, quand on est malade et qu'on essaie de trouver des solutions, généralement, on est évidemment dans une position vulnérable. Il faut quand même pas l'oublier. Ça fait peut-être des années qu'on n'arrive pas à savoir. Les médecins ou les kinésithérapeutes, parfois aussi, parfois c'est un peu de leur faute, et puis parfois c'est pas de leur faute. C'est peut-être difficile aussi de trouver la réponse aux maux des uns des autres. Et c'est vrai que c'est dommage quand on tombe dans les mains de quelqu'un qui a plutôt envie de manipuler cette faiblesse que de la compatir avec, quoi. Donc on va voir ensuite comment s'armer, comme les espèces de petites recettes mots-clés qui nous aident. Encore une fois, avec Océane, je pense qu'on s'est pas ultra spécialisé dans la lecture critique d'articles et moi je suis vraiment pas redoutable là-dessus, et j'admire beaucoup mon mari pour ça, d'avoir une capacité à vraiment dépouiller et mettre à nu une publication scientifique en voyant ses manquements. Moi je trouve ça extrêmement complexe, mais en revanche là où on s'est un peu affûté toutes les deux, c'est plutôt sur la façon de communiquer, les tournures de phrases, les biais, mais plus dans la manipulation presque, dans une forme de marketing, de com, pour essayer d'avoir l'acquiescement d'un patient sur telle ou telle stratégie. Et donc je pense qu'on a affûté plus notre esprit critique sur la communication, en se disant là c'est pas tout à fait un raisonnement honnête, quoi. Il y a du sophisme, on va dire. Mais du coup, le dernier point, avant de passer à cette petite liste là, c'était de dire aussi que je pense qu'il y a un peu trop d'opposition de façon binaire entre, d'un côté, justement, le monde scientifique, et à l'autre pôle, il y aurait la pratique, les soins. Je trouve que c'est dommage, et c'est bien d'être, certes, conscient des limites et des exigences de la méthode
scientifique et de pas l'opposer aux soins, parce que finalement les deux fonctionnent de pair et qu'il n'y a aucune question pertinente qui concerne le domaine médical qui soit issue d'autre chose que d'un patient et d'une thérapeutique, et il faut l'avoir constaté, vécu, expérimenté pour pouvoir se poser les bonnes questions. Donc la pratique clinique va nourrir la recherche et inversement, et à aucun moment ces deux pôles opposés. Et c'est bien, je pense, de connaître un peu ce monde scientifique pour pouvoir justement le pondérer et pas l'opposer. Donc par exemple, d'être conscient du financement des études et de se dire, ok, maintenant que j'ai mis un peu les pieds dedans, je suis au courant que pour faire une étude multicentrique en double aveugle, parfois c'est des millions qui sont nécessaires. Si on veut pouvoir inclure des patients et des patients en nombre suffisamment pour avoir vraiment une fiabilité statistique au final, c'est des études qui sont très chères, qui prennent beaucoup de temps. Il faut payer les thérapeutes qui vont faire les soins, il faut payer les gens qui vont prélever les données, qui sont dans l'idéal des personnes différentes. Il y a des fois, il faut financer aussi le temps que le patient va consacrer à cette étude. Parfois, il faut payer du matériel, parfois, il faut payer les statisticiens, etc. derrière. C'est ultra complexe, et une fois qu'on a ça en tête, on est déjà au courant que c'est pas forcément Big Pharma, des complots dans tous les sens, qui font que y a des études que dans le monde médicamenteux. En fait, il y a des études de grande puissance, là où il y a des fonds. Et du coup, oui, il n'y a pas grand monde qui va aller faire une étude sur la verticalisation du patient pour savoir si oui ou non ça va aider son transit. C'est une évidence, quoi. Tu prends quelqu'un qui a une pathologie neuromusculaire, tu le verticalises, tu te dis bien que ça va aider son transit. Mais est-ce qu'on a fait une étude là-dessus de grande puissance ? Non. Est-ce que par contre on a fait une étude de grande puissance pour financer les médicaments qui vont aider à aller à la selle ? Oui. Et du coup, est-ce qu'à la fin, si tu n'as pas cette lecture-là du financement derrière, tu te dis il y a eu un médicament avec lequel on a des preuves, du coup ça sert à rien de mettre le patient en verticalisation, c'est dommage. C'est une lecture incomplète de comment est produite la science et du fait que c'est pas forcément un complot derrière et qu'il n'y a pas besoin de dire ouais, mais d'un côté il y aurait l'expérience et de l'autre côté il y aurait Big Pharma. Non, c'est juste qu'il faut financer tout ça et que c'est pas si facile, quoi. Donc finalement, je pense que c'est pas mal de continuer à s'interroger sur la notion de preuve. Comment est-ce qu'elles sont comment on arrive à générer des preuves ? C'est quoi une preuve ? C'est quoi un chiffre dans une étude scientifique ? Et comment on en vient à ça ? Comment ça aussi, c'est pas forcément d'une objectivité fantastique, en fonction de comment on a posé la question, comment on a prélevé les données, comment on a choisi d'aller observer tel et tel critère. Ça relève d'une grande subjectivité, même si le résultat est chiffré, et c'est important de le savoir pour pouvoir justement, je pense, arriver à une façon de soigner qui intègre intelligemment les données de la science, sans penser que la pratique clinique soit une insulte à l'intelligence, sans penser que le retour du patient et son feedback et sa satisfaction soit insuffisant, mais d'essayer de ne pas opposer tout ça, mais de les agglomérer et à partir de tout ça, essayer de construire une pensée qui va être imparfaite, qui va reposer sur des croyances, mais qui va se nourrir des données scientifiques, de ce que font les autres équipes en France et à l'étranger, du retour du patient et des données de physio, de patho et de ce qui te paraît logique au moment où tu mets les mains sur ton patient ou au moment où tu interagis avec lui, quoi. Donc peut-être d'avoir un tout petit peu moins cette opposition entre ces deux camps, ce qui, à des fois, je pense, favorise le fait que les gens se tournent vers des thérapies complémentaires qui ne font pas preuve de leur efficacité, en se disant de toute façon, il faut avoir l'esprit ouvert. Non, ça reste possible tout ça, de mêler ces deux mondes. Pareil, ça reste possible, et on essaye de le montrer quand même de plus en plus, de faire de la recherche ou de participer à des protocoles en libéral, parce qu'il y a ça aussi, les thérapies complémentaires, elles sont hors hôpital, donc souvent on les évalue moins, parce que la recherche, c'est fait par les gens qui sont payés pour faire de la recherche, donc plutôt hospitalier. Donc tout ce qui est pratique de ville, ce serait moins accessible à l'évaluation des pratiques, et j'espère qu'on est en train de changer de cap de ce point de vue-là. Donc voilà, finalement on essaye de ne pas opposer la science et l'expérience, et on a pu constater que l'esprit critique n'était pas non plus systématique dans la science, et que parfois en fait c'est les mêmes systèmes de croyances. T'as juste à dire à quelqu'un c'est publié dans telle revue à côté de tel nom qui est bien connu, et hop, pas besoin de lire l'article,
Ah ouais, bah c'est que c'est super. Alors bah non, enfin, c'est complexe tout ça, d'essayer de garder de l'esprit critique dans les thérapies complémentaires et dans les dans la recos, science. vu qu'elles changent en plus. Enfin, il y a plein de recos qui ont d'un coup on recommande ça, puis finalement non, finalement c'est ça qui est recommandé. Bon bah ça veut bien dire qu'on sait pas toujours tout de suite à la seconde. Donc finalement, les toutes petites recettes auxquelles on a, enfin, la petite liste auxquelles on a pu réfléchir en se disant, bah attends, qu'est-ce qui éveille notre curiosité quand on nous parle d'une thérapeutique? Bah alors il y a, en premier, moi je pense, enfin un des premiers trucs qui me crispe un peu, c'est l'appel à la tradition ou à l'historicité. Les thérapeutes qui vont te dire, bah ça fait 5000 ans qu'on fait ça, donc c'est pertinent. Déjà, une fois sur deux, quand tu checkes vraiment, ça fait pas 5000 ans qu'on fait ça. Et puis, c'est pas parce que c'est fait depuis toujours que c'est pertinent, c'est pas un argument en soi, mais bon, ça, c'est vraiment une base. Mais du coup, toutes les thérapeutiques complémentaires qui vont juste reposer sur c'est historique, donc c'est pertinent, je trouve que c'est compliqué. D'autres facteurs, évidemment, les thérapeutiques qui vont reposer sur le feeling ou le don de celui qui va enseigner ou pratiquer, en disant ouais mais moi tu vois j'ai un peu le fluide quoi, moi je l'ai donc moi je sens et c'est pas quelqu'un d'autre peut pas le sentir, donc du coup on peut pas le prouver, on peut pas l'expérimenter, on peut pas, parce qu'encore une fois le prouver ça va juste être refaire 1000 fois le truc que tu viens de dire et de le comparer à quelqu'un d'autre et de voir si oui ou non ta thérapeutique a l'air de marcher plus que le hasard quoi. Il n'y a pas de sorcellerie d'un coup de sortir une démarche scientifique. Donc la notion de don, voilà. Ouais, tout ce qui va être les recettes, quoi. Par exemple, pour la respiration, non, il faut faire sur tant de temps, parce que c'est comme ça que ça marche, ou la bonne façon de respirer, elle est vraiment comme ça, et de pas s'adapter justement un petit peu complètement d'ailleurs aux patients, surtout pour la respiration, évidemment, que on a tous... on discutait d'ailleurs il y a pas si longtemps, et avec quelqu'un qui avait une école de respiration et que c'était hyper intéressant et qui lui pratique beaucoup. Et bah typiquement, ils ont mis en place des mesures justement avec des capteurs qu'on va tester et à mon avis ça va être super. Et lui il nous disait par exemple moi ma cohérence cardiaque elle est exactement sur temps, ma femme elle est sur temps, mon associé est sur temps et c'était pas du tout pareil alors que c'est à peu près les mêmes exercices et le même but et ils avaient chacun trouvé leur bon chiffre à eux pour faire un peu simple. Et voilà, et évidemment que c'est que dès que c'est une recette, un truc bien précis, que c'est faites comme ça pour tout le monde, vous allez voir ça va marcher, ça me paraît bizarre. C'est pour ça qu'à nouveau, sans vouloir être tout le temps en train de râler, mais le fait d'avoir parfois résumé la maîtrise respiratoire à des applications comme Respirelax ou quoi, on a eu une espèce de mode de ça pendant un moment et il y avait des gens qui sortaient des cabinets de pneumologie ou de médecine générale ou quoi et on leur disait ah ouais pour reprendre le contrôle de la respiration utilisez Respirelax et puis vous regardez une petite bulle qui monte pendant 4 ou 5 secondes et puis qui descend pendant 4 ou 5 secondes. C'est ultra réducteur. Déjà, c'est penser que globalement les gens vont respirer un peu tous de la même façon. De deux, il y a une mécanique respiratoire, il suffit pas d'un tempo, il y a des volumes respiratoires. Il y a plein de choses à prendre en compte autour et bien sûr, ce serait dommage à nouveau de se dire qu'il y aurait un concept ou une méthode pour tout le monde. Le point de vigilance aussi, c'est à partir du moment où les gens mettent leur nom propre, je pense, sur un concept ou une méthode. Moi, ça m'éveille toujours un petit peu. Je me dis, c'est presque dommage d'avoir créé une méthode structurée sur laquelle tu mets ton nom en disant, demain, c'est la méthode hic et profit, tu vois. Et de se dire, est-ce que ça va pas créer d'emblée un petit biais dans ta tête de te dire que désormais, tu vas défendre la méthode qui porte ton nom, tu vas te défendre toi en même temps, tu vas t'assimiler à ça. Le côté autopromotion en même temps que je parle physiologie, etc., ça me paraît compliqué. Je pense que ça ajoute une composante complexe, quoi. Ouais, et puis ça crée plein d'écoles et du coup ça crée des non mais moi je suis dans la team machin, non mais moi je suis plutôt dans la team machin. Alors que finalement c'est tout sectorisé pour quand on se penche sur le truc, c'est quand même on invente plus grand chose quand même et tout est pareil quoi. Mais bon, ça aussi, je pense que ça rassure parce que pareil, on a besoin ça rassure les personnes de dire ah non mais là je vais tester, là je vais faire le concept machin ou la méthode bidule. Là vraiment, je pense que vraiment pour moi c'est top. Donc il y a un peu de croyance, ça aide la croyance là-dedans. Bon après.
Après, un autre truc qu'on trouve rassurant, c'est quand il n'y a pas un seul enseignant possible. Quand l'enseignement peut être donné par un groupe de personnes. C'est vite fait, et je pense que c'est quelque chose qui expérimente n'importe quel enseignant, d'avoir l'impression que ta façon d'enseigner va être plus pertinente et d'avoir du mal à laisser complètement les clés de l'enseignement à quelqu'un d'autre en se disant « Ah, c'est quand même moi le maître ou la référente ». Et ça, c'est dangereux, je pense. Il y a un appauvrissement, il y a des fois de la transmission quand justement c'est pas fait d'une façon parfaitement transparente. C'est dommage d'essayer de garder des informations pour soi là où on peut les partager, les communiquer et accepter que ton enseignement soit fait de façon peut-être différente, mais toujours pertinente. C'est compliqué dans la transmission d'essayer à la fois, mais ça on pourrait faire un podcast complet là-dessus, d'être fidèle à la transmission, de pas vouloir le dévoyer, de pas vouloir le gâcher et le banaliser, de continuer à le sacraliser et en même temps de le partager. Parfois t'as l'impression qu'il y a des thérapeutes qui se sont perdus avec ça et qui ont la sensation que c'est leur enseignement propre avec leur nom propre, et encore une fois ça c'est quelque chose qui mène aisément à des dérives. Après moi je pense que le mot quantique, à partir du moment où tu commences à parler de thérapie quantique, de vibration cellulaire, ce que tu veux, encore une fois, oui, le quantique c'est fascinant. Est-ce que forcément quand tu mets tes mains sur un thorax tu peux dire que tu fais de la thérapie quantique? Je pense que ce mot doit vraiment faire soulever un sourcil en mode ah oui, vraiment, explique-moi différemment. Le mot holistique aussi, il est border maintenant presque. L'appel à l'esprit ouvert, à la suspension de l'esprit critique, encore une fois, si vous avez écouté le DU, le podcast sur le DU précédemment, voilà, ça je pense que de dire non mais gardez l'esprit ouvert, c'est pas un argument, ça devrait pas... On devrait féliciter à mon sens l'usage de la raison que de dire mais gardez l'esprit ouvert, ça me viendrait jamais à l'idée si un stagiaire au cabinet nous disait t'es sûr quand tu dis ça, et ça nous arrive tout le temps, d'avoir des étudiants qui disent il y a un moment t'as dit ça, mais j'ai pas compris, ou je suis pas convaincue, ou quand tu l'as dit, est-ce que c'était vraiment comme ça? Parce que moi, en cours, j'ai entendu que nanana, et à des fois, ils ont parfaitement raison, en fait, on se rend compte qu'on est approximatif, ou que les concepts ont évolué. C'est cool de pas leur répondre, non, mais garde l'esprit ouvert. Non, enfin, tu vois, là, au yoga, l'année dernière, il y a un moment où je donnais des cours sur les pathologies d'épaule et sur les acromions plus ou moins agressifs, sur la coiffe des rotateurs. Il y a une fille kiné qui était spécialisée sur le sujet, moi je le suis absolument pas, qui m'a dit non Mathilde, on disait ça il y a 10 ans mais puis maintenant ça a été déconstruit, etc. Ma réponse ça n'a pas été de dire garde l'esprit ouvert. Évidemment que tu te dis cool, une nouvelle info, je dirai plus ça, je vais m'adapter au nouveau discours, je vais lire dessus, je vais voir par quoi c'est étayé et comment mes anciennes croyances ont été déconstruites, tu vois. Mais l'appel à l'esprit ouvert et à la suspension de la pensée, je pense que c'est hyper dangereux, quoi. Ça n'a jamais été une limitation mentale de penser. C'est pertinent de maîtriser les pensées et de les rendre les moins automatiques possibles et de comprendre comment elles sont générées et surtout comment elles sont conditionnées. Mais alors après, vraiment se dire à les suspendre, c'est du mythe, ça. Et ça favorise la prise de pouvoir. Dès que tu as une hiérarchie dans un groupe de le thérapeute c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi, je pense que ça va être compliqué pour la suite. Et puis ce côté, on avait vu d'acceptation, quoi. L'espèce de thérapie d'acceptation de quand tu cesses de t'opposer, c'est que ça y est, t'es éveillé, quoi. C'est un peu dommage. Et pour le côté dont on a parlé tout à l'heure d'appel à l'historicité, pour terminer avec ça, je trouve que c'est chouette de se renseigner un petit peu sur l'histoire de la médecine, l'histoire de la kinésithérapie, de se rendre compte que la kiné c'est quand même vraiment pas une discipline très vieille et que du coup on vient de plein d'autres courants, de pas imaginer que ce qui est contenu en nous est intrinsèque, que la discipline elle est stable et qu'elle a toujours été comme ça. Tu prends 5 générations qui se donnent la main, t'as toute l'histoire de la kinésithérapie et ça a été influencé par plein d'autres courants et ça a énormément évolué, rien que depuis que nous on travaille en 10 ans, il y a eu des cours qui disent tout et leur contraire. Et c'est pas parce que les vérités sont impermanentes qu'elles sont inutiles. Mais c'est chouette de savoir que tout ça, c'est poreux et malléable et que ça va continuer à évoluer, quoi. Donc, pareil pour l'appel à l'historicité, de lire un peu et d'écouter les podcasts de Méta de Choc, par exemple, pour connaître un peu mieux l'anthroposophie, le New Age, de quoi ça vient quand on vous parle des chakras, des énergies, etc. Et de pas imaginer que ça a 5000 ans, quoi. De remettre un peu les choses dans leur contexte. Je pense que ça aide à avoir un esprit critique qui est un peu plus
affûté. Oui. Donc finalement, pour conclure... Non, mais pour conclure, évidemment que nous, on a toujours le cul entre deux chaises, c'est comme ça qu'on dit. Non, on est toujours un peu entre on essaye en permanence d'être justement dans le plus raisonné, le juste milieu, de garder évidemment, comme on l'a dit encore dans le dernier épisode, l'esprit ouvert, mais un esprit critique ouvert, quoi, pour essayer quand même voilà, évidemment et on va continuer à regarder et il y a plein de choses qui vont continuer à influencer notre pratique et qui vont peut-être par là aider les patients et heureusement, enfin c'est ça qui est génial, on continue d'apprendre, sinon ça voudrait dire que voilà, si on n'a pas l'esprit ouvert, ça veut dire qu'on sait déjà tout et qu'il n'y a plus rien à apprendre. Non, c'est évidemment pas ça. Mais il faut faire attention et il faut faire attention sur l'image aussi qu'on peut renvoyer en utilisant tel ou tel mot. C'est ça. Être kinésithérapeute, comme on l'avait déjà dit, faire du yoga, faire de l'hypnorelaxation. Oui, est-ce qu'on peut pas dire oulala, en plus comme on disait quoi, oulala, elles sont un peu you les deux là. Parce que nous, ça nous exaspère quand vous nous connaissez, mais c'est vrai que quand Océane et moi on se reconnecte, il y a des fois sur le site de la bulle par exemple, on est tout le temps en train de le revoir, de le corriger, de dire ah bah non, telle phrase on avait dit ça à l'époque. Mais en fait, ça va plus. Et c'est vrai que les premières, on avait mis sur notre site thérapie holistique, où on a utilisé les mots intégratifs, etc. Et on en revient aussi en se disant, mais en fait, si je ne nous connaissais pas et que je lisais que le site, en me disant, ok, ça y est, ça va verser dans le yoga, tralala, je me connecte aux énergies de la lune et du soleil, et je fais un cercle du féminin sacré, et je mets une pierre sur mon front. En fait, je peux comprendre les étiquettes qu'on nous colle, dans la mesure où, en fait, c'est vrai que des dérives, il y en a tout le temps, quoi. Donc c'est pas évident d'arriver à une pratique raisonnée et on n'y est pas, hein. C'est un idéal vers lequel on essaye de tendre. Et en même temps, ça serait tellement dommage de se priver de certaines choses comme justement le yoga, la méditation, etc. en se disant ah non mais attends, moi je suis scientifique, on va me traiter de charlatan, on va me traiter de déviant, etc. Non, je peux pas me permettre de faire ça, c'est bon, allez, je suis scientifique, j'ai fait des études médicales, non, moi je suis c'est trop triste aussi, quoi. Donc c'est pour ça que dans une certaine mesure, on fait de la médecine intégrative, on fait de la kinésithérapie intégrative, et en même temps, sans se dire, ok, c'est un parti pris, on intègre à tout va, quoi. On essaye d'avoir un curseur de qu'est-ce qu'on intègre, surtout qu'Océane, comme moi, on n'est plus tellement... on sait qu'on n'a jamais découvert rien, ni l'une ni l'autre. Il n'y a jamais rien où on s'est dit, Eureka, j'ai tout compris, les poumons, ça fonctionne comme ça. C'est parce qu'on croise différentes disciplines qu'on arrive à des choses innovantes. Mais parce qu'on... Voilà, on essaye de naviguer d'une rive à l'autre en se disant « Ah, je vais prendre un peu de ça, je le mêle avec ça ». Et ces mélanges sont pas souvent réalisés. Et donc, du coup, on arrive à des thérapeutiques qui peuvent être originales dans leur agglomérat. Mais c'est une jolie mosaïque, mais on n'a créé aucune couleur toute seule. Et ça nous permet d'avoir de s'adapter aux patients. Parce que y a des patients avec qui on va plus faire telle chose, des patients avec qui on va plus faire d'autres choses. Donc, ça nous permet de nous adapter encore plus à chaque patient dans son individualité, et ça apparemment c'est de la médecine intégrative, c'est pas juste de la kinésithérapie ou de la médecine, bien que oui, je suis pas sûre, mais bon, bref. Donc voilà, pour continuer à naviguer entre ces deux pôles, on va continuer à se former et on continuera à vous faire des retours du coup de formation, parce qu'a priori ça vous a intéressé. À bientôt pour un prochain épisode, et merci beaucoup pour votre écoute et pour vos retours. Vraiment, continuez, n'hésitez pas, ça nous donne énormément de jus et d'envie. Quand vous nous dites ça c'est trop chouette d'en avoir parlé, ça j'aimerais bien avoir plus d'infos, ça quand vous dites ça, qu'est-ce que vous vouliez vraiment dire, on va continuer à évoluer grâce à vos retours. Donc merci beaucoup. À bientôt.